Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième journée des aidants qu'on organise cette année sous forme de séminaire virtuel en raison de la crise sanitaire actuelle et je vous remercie de prendre le temps de regarder cette vidéo. Je m'appelle Alice Epan, je suis neuropsychologue dans le service du professeur Dufour en neurochirurgie à la Timone et je vais vous parler aujourd'hui de la personne que vous accompagnez au quotidien et qui peut-être n'est plus la même. Alors pour quelles raisons et comment faire face à ces changements? Voici le plan que suivra ma présentation. Et tout d'abord, je voudrais vous parler des notions de connaître et comprendre, puisque la personne dont vous êtes l'aidant, qui est notre patient, eh bien, c'est évidemment une personne que vous connaissez souvent depuis très longtemps, avec qui vous partagez une relation qui peut être une relation intime, amicale, filiale, fraternelle, et la découverte de la tumeur cérébrale, la mise en place des traitements successifs vont venir modifier cet équilibre relationnel qui s'est développé au fil des années. Modifier la sphère familiale, modifier les habitudes de vie, parfois la pratique professionnelle lorsque les aidants et les patients travaillent. Et en ce qui concerne les dents, eh bien, il arrive parfois que l'irruption de la maladie dans la relation à l'autre vienne renforcer cette relation, mais malheureusement, il arrive également que cela fragilise très nettement la relation pour de multiples raisons. Ce qui est aujourd'hui largement reconnu, c'est que vivre au quotidien avec une personne malade, c'est une situation qui est très éprouvante, qui génère une charge importante, une charge sur le plan physique, psychologique, émotionnel, parfois même sur le plan financier. Et évidemment, le soutien que l'on peut apporter à l'aidant apparaît évident et nécessaire, mais pour l'orienter au mieux, eh bien, il est absolument impératif de connaître au préalable les déterminants de cette charge. Ce qu'on sait aussi, c'est que la bonne compréhension par l'aidant des difficultés du patient ne va pas le libérer de cette charge, mais va cependant l'aider de façon significative à mieux supporter cette charge. Pour comprendre, eh bien, il faut justement apprendre à repérer les signes, apprendre à faire circuler l'information entre les différents professionnels de santé et puis aussi apprendre à ne pas s'oublier dans cette tâche, apprendre à prendre soin de soi. Ma présentation, elle a pour objectif de se focaliser sur la compréhension par l'aidant des difficultés essentiellement comportementales que le patient peut présenter au décours de la maladie et vous donner quelques pistes pour y faire face. Avant toute chose, il est important que je vous rappelle qu'évidemment chaque patient est absolument unique et qu'il est possible que cette présentation ne parle pas du tout à certains d'entre vous et c'est tant mieux. Pour les autres qui retrouveraient certains des signes que je vais évoquer chez la personne qu'ils accompagnent au quotidien, eh bien gardez en tête que cela ne signifie en aucun cas que cette personne présentera l'ensemble des signes que je vais évoquer, que je vais tâcher d'être la plus large possible dans ma présentation, mais que ça ne veut pas dire que l'on retrouvera chez une personne l'ensemble de ces signes. Nos patients qui sont atteints de tumeurs cérébrales, ils présentent des tableaux cliniques qui sont très divers, très variés, du fait de leur âge, de la nature de la tumeur, des traitements reçus, des antécédents médicaux, etc. Et donc, deux patients ne se ressemblent absolument pas et tout ce que je vais dire ne concerne pas tous les patients. Mais ce qui caractérise un certain nombre d'entre eux, c'est toutefois l'apparition chez eux de ce que l'on va appeler le handicap invisible, et qui sera justement le centre de mon propos. Le handicap, vous avez ici une définition dans son acceptation générale, c'est la discordance entre les performances de l'individu et les attentes de son milieu et de la personne elle-même. Dans le cas des lésions cérébrales, eh bien, on observe fréquemment l'apparition de séquelles cognitives, comportementales, psycho-affectives qui vont réduire la capacité de la personne à réaliser certaines activités de sa vie quotidienne et qui vont de facto la placer en situation de handicap. Mais c'est un handicap qui n'est pas perceptible à première vue et que l'on va donc appeler handicap invisible parce qu'il est néanmoins source de difficultés dans la vie quotidienne pour le patient. Et le fait qu'il soit justement difficilement perceptible, ou en tout cas nettement moins perceptible qu'une atteinte motrice, c'est ce qui rend justement sa prise de conscience très difficile, à la fois par le patient, mais aussi par son entourage proche.
Évidemment, la personne présente une apparence qui est normale ou quasi normale et ses difficultés, ses séquelles invisibles, ce handicap invisible euh, ne se voit que dans la vie quotidienne et la plupart du temps dans la sphère familiale restreinte, et il peut justement, ce handicap, être lourd de conséquences dans la vie quotidienne de la personne et de son entourage. Je ne vais pas m'attarder sur cette diapositive qui concerne les atteintes cognitives que l'on peut observer chez les patients. Il faut garder en tête qu'évidemment, en cas d'atteinte cérébrale, en cas de tumeur cérébrale, eh bien, il y a fréquemment des difficultés cognitives qui vont venir s'installer au décours de la maladie, qui peuvent être de différentes natures, des atteintes linguistiques, des atteintes mnésiques, attentionnelles, des atteintes de raisonnement, de prise de décision, ou bien des atteintes plus instrumentales, de réalisation des gestes, de reconnaissance visuelle. Bref, pour cela, il est de toute façon nécessaire, en cas d'atteinte cognitive, qu'une évaluation neuropsychologique détaillée soit réalisée et que vous puissiez justement avoir connaissance du contenu de cette évaluation en présence du patient pour mieux comprendre quelles sont les répercussions dans la vie quotidienne de ces atteintes cognitives. Je vais davantage m'attarder sur cette diapositive qui concerne justement les atteintes comportementales, psychoaffectives et thymiques, qui sont certainement les plus difficiles à vivre, les plus déstabilisantes, tant pour l'aidant que pour le patient. Quand on parle de troubles du comportement d'origine neurologique et non d'origine psychiatrique, eh bien on fait souvent référence à une notion ancienne qui est appelée syndrome frontal. Vous entendrez peut-être parler dans ces termes. Aujourd'hui, eh bien, les troubles du comportement, ils sont mieux caractérisés et ils peuvent être classés selon un continuum qui irait d'un pôle plutôt pseudo-dépressif à un pôle plutôt pseudo-psychopathique. Par pseudo-psychopathique, on va entendre un comportement qui est modifié vers une tendance à la désinhibition, à l'exubérance, à l'euphorie, un manque de contrôle de soi, parfois une inadaptation à la situation sociale, des patients qui peuvent être familiers, voire grossiers, vulgaires, qui sont parfois irritables, agressifs, impatients. Et par pseudo-dépressif, eh bien, on entend plutôt un comportement qui, lui, est modifié vers une tendance à l'hyper-inhibition, au repli sur soi, au défaut des initiatives, des patients qui sont apathiques, qui perdent tout intérêt pour quoi que ce soit, qui sont même parfois indifférents affectivement, ce qui est très déstabilisant. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les patients ne sont pas tout l'un ou tout l'autre. C'est un continuum et certains patients vont présenter des éléments qui seraient plutôt d'ordre pseudo-psychopathique et aussi des éléments pseudo-dépressifs. Un patient peut être à la fois extrêmement irritable et agressif et manquer totalement d'initiative. Et à cela vient souvent se greffer une atteinte psychoaffective avec des patients qui se montrent anxieux, angoissés, qui peuvent ruminer des idées récurrentes, des idées noires, voire même des idées suicidaires, qui présentent une perte de confiance en eux et qui peuvent parfois être très découragés. Certains peuvent même parfois manifester une tendance paranoïaque. Ces modifications comportementales, psychoaffectives, thymiques, quelle que soit leur nature, elles entraînent souvent, faute de reconnaissance et de compréhension, un isolement social, familial, professionnel. Alors que faire quand on constate ce genre de difficultés au quotidien? Eh bien, c'est là qu'il est absolument impératif de les décrire au médecin, de ne pas garder ça pour soi. Cela fait vraiment partie des répercussions des tumeurs cérébrales et ce que vous observez au quotidien et qui vous semble anormal ou inhabituel est absolument à décrire au médecin, au neuropsychologue, aux rééducateurs qui prennent en charge le patient pour reconnaître ces observations comme étant des symptômes, comme étant des séquelles et obtenir des conseils adaptés, mais aussi pouvoir expliquer au patient ce qui est en train de se passer chez lui et la raison pour laquelle il réagit ainsi.
Et puis, lorsque ces difficultés rendent le quotidien vraiment très difficile, il faut apprendre pour l'aidant à se ménager des activités qui vont être des activités personnelles, sans le patient, et qui vont chercher à se ressourcer et à recevoir parfois aussi l'aide d'un professionnel psychologue. Le proche aidant, il est souvent amené à aider le patient dans la réalisation des tâches du quotidien parce qu'il va parfois venir compenser justement les difficultés cognitives que j'ai survolées et il va être un soutien de tous les instants sur le plan psycho-affectif pour le patient. Alors, je ne prétends pas détenir de recette miracle pour que la vie quotidienne soit la plus simple possible pour le patient et son aidant, mais je me permets de partager avec vous quelques pistes qui peut-être vous parleront. Ce qui est important, c'est de respecter la personne et respecter surtout son besoin d'autonomie, de ne pas agir ou penser trop vite à sa place, mais de lui offrir toutes les possibilités pour qu'elle puisse prendre sa vie en main. De l'accompagner dans les tâches du quotidien, pas à pas s'il le faut, et même pour des activités qui semblent très simples, si c'est nécessaire, de toujours être là en accompagnement. De tenir compte de sa fatigabilité, de son état psychologique, du contexte, même si on a décidé que c'est à ce moment-là qu'il faut le faire, et bien parfois il faut accepter de renoncer parce que l'état psychologique, le contexte ne sont pas favorables à la réalisation de cette activité. De tenir compte des difficultés cognitives du patient, pour cela il faut s'appuyer sur les éléments neuropsychologiques qui ont été objectivés par le bilan, et puis de s'assurer qu'on est structuré, qu'on est clair dans ses explications, de mettre en place des outils qui ont été développés avec des professionnels rééducateurs et de respecter leur usage au quotidien, que ce soit des outils développés par les orthophonistes, par les neuropsychologues, par les ergothérapeutes, de s'appuyer sur ces professionnels de santé qui vous entourent, de faire circuler les informations entre les différents intervenants, ce que vous observez dans le quotidien et qui peut vous paraître peut-être anodin, mais qui s'avère être parfois important et déterminant dans des propositions d'adaptation au quotidien. Et puis, ce qui est sans doute le plus difficile, c'est d'apprendre à ne pas prendre pour soi les modifications comportementales des patients comme l'indifférence, l'irritabilité ou l'agressivité qui semblent être directement dirigées vers la famille, vers l'entourage proche, mais qui sont en réalité des manifestations symptomatiques de la maladie, un défaut de la capacité à inhiber ces comportements et des difficultés à réagir de façon adaptée. Et pour cela, il faut apprendre à prendre du recul et peut-être pour cela justement s'adresser à des professionnels tels que les psychologues ou à des services d'aide autres. Se rapprocher des associations comme la RTC qui nous soutient dans nos démarches pour les journées des aidants, de partager avec les professionnels de santé les observations, les questionnements que l'on soulève pour obtenir des réponses, pour obtenir des éléments de compréhension du fonctionnement du patient, et puis s'appuyer évidemment toujours sur les professionnels rééducateurs. Enfin, ce qu'il faut, c'est limiter l'épuisement émotionnel qui est lié à la charge du patient en apprenant vraiment à prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de l'autre. Ça, c'est absolument déterminant et c'est sans doute le message le plus important, c'est de savoir se ménager du temps en tant qu'aidant, savoir prendre soin de soi, parce que ce n'est qu'en prenant soin de soi que l'on peut ensuite prendre soin correctement de l'autre. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions sur ce diaporama ou des questions sur les éléments cognitifs, comportementaux, psycho-affectifs que vous pouvez rencontrer dans votre accompagnement, n'hésitez pas à me poser vos questions sur cette vidéo en la commentant directement ou bien par mail en envoyant vos questions à l'adresse suivante jda.neuroonco@gmail.com et
Nous nous retrouverons tous les orateurs de cette journée le vendredi 29 janvier de 10h à midi pour un live via l'application Zoom au cours duquel nous répondrons à toutes vos questions. Pour ça, il faut absolument que vous vous inscriviez au préalable. La journée est totalement gratuite, mais il est nécessaire de s'inscrire pour que vous puissiez obtenir les codes de connexion à jda.neuroonco@gmail.com. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visualisez cette vidéo. Respectez bien les gestes barrières, prenez soin de vous et à bientôt pour le rendez-vous en live.